Quelle est douce la vie quand tout se déroule comme prévu. Un super boulot, de super potes et cette personne qu'on vient de rencontrer, et c'est le coup de foudre. Tout de suite. L'amour, c'est beau quand c'est simple. Et puis des projets, une maison à rénover, une vie, des envies de bébé. La vie, c'est beau quand c'est simple. Et puis soudain, tout s'effondre. Les projets et la maison à rénover. Et on ne parle plus de bébé parce qu'on passe son temps à l'hôpital. Cette vie si simple, Marion l'a touchée du bout des doigts. Et quand un jour tout s'est effondré, elle a refusé de laisser la douceur et le bonheur s'échapper. Vous écoutez Transfert épisode 202, un témoignage recueilli par Julia Orsini. Je suis kiné, j'ai fait mes études en Belgique. J'ai eu mon diplôme en 2011. J'ai bossé pendant 1 an en Belgique après mon diplôme dans un centre de rééducation avec des blessés médulaires, des paraplégiques, des tétraplégiques. C'était un centre hyper chouette, hyper jeune, très moderne. Ça a été une super expérience de voir le parcours de vie de ces jeunes patients, parce qu'en général, ils sont jeunes qui ont des graves accidents et puis qui réapprennent à vivre avec leur handicap, avec leur pathologie, etc. Il y avait beaucoup d'énergie et il y a plein de patients qui changeaient de vie et qui avaient une vie qui était hyper chouette après leur accident, des fois mieux qu'avant leur accident. Fin 2012, je rentre en France, je vais travailler à La Réunion. Je fais quelques remplacements, je profite de la vie là-bas et puis je reviens m'installer là où il y a ma famille, à Montpellier. Ça commence à se stabiliser un peu, je fais des remplacements et puis je trouve une place dans un cabinet libéral où je m'installe à mon propre nom et je commence à travailler de manière plus posée. J'ai mon appartement, c'est une période chouette, plein de nouvelles choses. Je rencontre Romain, qui est un ami de mon frère et qui est super sympa, qui me plaît beaucoup. Il est en couple, donc voilà, c'est chasse gardée. Moi, je suis raisonnable et je continue à vivre ma petite vie tranquillement. Je traîne beaucoup avec les copains de mon frère, donc je le vois régulièrement. Au début de l'année 2015, j'apprends qu'ils se séparent. On communique un peu, on commence à se rapprocher, à faire des choses ensemble. On arrive au mois d'avril 2015, on va fêter mon anniversaire et Romain est là et du coup, on passe toute la journée à rigoler et le soir, on sort en ville à Montpellier, dans un bar et donc là, on se fait une course-poursuite dans les rues de Montpellier tous les 2 et on finit par s'embrasser, dans un coin de rue. Donc c'est, le début d'une histoire qui commence. On se dit tous les 2 immédiatement que, le soir même, qu'en fait, on attendait que ça tous les 2. On se plaisait trop et on est trop contents d'avoir réussi à se rencontrer, quoi. Donc c'est très fort tout de suite. On passe, les jours suivants, collés ensemble, 24 heures sur 24. 4-5 jours après, moi, je pars pour, 1 mois de voyage, aux États-Unis. On est séparés pendant 1 mois, donc on communique beaucoup, on se manque beaucoup. On est vraiment, pressés de se retrouver. Donc c'est un chouette voyage et quand je reviens, début juin 2015, on se retrouve et on habite ensemble tout de suite, en fait. Moi, je m'installe dans son appart plus ou moins parce que lui doit beaucoup travailler. Il est dessinateur de bande dessinée et là, il a un projet, qui doit terminer, donc il travaille vraiment beaucoup. Donc moi, je suis dans son appart et on habite plus ou moins ensemble officieusement, quoi. C'est très naturel, c'est très fluide, c'est quelqu'un de très spontané qui, comme il a un métier un peu décalé, il est assez libre, dans sa tête, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire, très, carré, je respecte les règles, j'ai mon petit quotidien bien rangé, quoi. Et lui, bah, il peut travailler à l'heure qu'il veut, il peut décider le soir à 23 heures d'aller à la plage, enfin, donc ça me met un peu de folie dans ma vie et c'est très chouette. Et on a vraiment une super communication. Lui, il est très, très, à l'aise avec la communication et donc on apprend à régler les problèmes de couple et donc c'est très chouette. On décide de prendre une maison en location ensemble en octobre 2015. On a chacun, un chat, donc on récupère nos chats et donc on vit tous les 4 avec les 2 chats. On fait, déjà un peu une famille dans notre petite maison. On a un quotidien où, Romain, il est très physique, donc il peut se lever, aller faire, des pompes, aller faire des tractions, il adore ça et du coup, il est aussi, il y a pas un jour qui passe où il me porte pas en me mettant sur son épaule, en me faisant tournoyer, me mettre la tête en bas pour me faire rigoler, donc voilà, c'est très joyeux, c'est très vivant. Fin 2017, le propriétaire de la maison veut la vendre, donc au début, on se dit qu'on veut l'acheter. On n'a pas assez de sous pour l'acheter, mais ça nous a lancés, en fait, dans le projet d'acheter notre maison. Du coup, on commence à chercher, puis très rapidement, on trouve une maison à acheter. C'est une maison qui est un peu vieille dans son jus, donc moi, j'ai un peu peur. Mais lui, il est hyper confiant, il est très bricoleur, donc il a très envie de se lancer dans ce projet-là et puis de refaire à son goût.
et d'être actif. Enfin, il va bricoler lui, on a nos papas qui sont aussi bricoleurs, donc on sait qu'on va pouvoir faire ça nous-mêmes. On achète la maison, du coup, début 2018. Moi, ça fait déjà quelque temps que je me dis que j'aimerais bien avoir un bébé, avec Romain. Je le tanne un peu et lui, il est pas pressé, il préfère qu'on attende qu'on apprenne bien à se connaître, donc il repousse un peu et au moment où on achète la maison, on se dit un peu: «Bon, ben, quand on voit qu'on est stable financièrement avec la maison, on attaque le projet bébé». Donc c'est le déménagement, dans la maison, donc début 2018. 3 jours avant le déménagement, il y a la plus grosse, chute de neige où il y a 30 centimètres de neige, donc on visite notre maison comme si c'était un chalet savoyard. On s'installe dans la maison, on commence, les travaux doucement, parce qu'on a des gros travaux qui arrivent un petit peu plus tard, mais là, on commence des petites choses. Romain, donc il est, comme il est à la maison, pour son boulot, il fait facilement des petits travaux dans la journée, donc des fois, je rentre le soir et je découvre une pièce qui a été à moitié refaite, donc c'est gai. On a prévu de faire des vacances ensemble, au mois de mai, donc moi, je vais partir une semaine avec une copine, faire, une grande randonnée, pendant une semaine et après on va partir avec mon frère, pendant 2 semaines faire un road trip. La fin du mois d'avril arrive, on a un resto avec des copains, qui nous annoncent qu'ils vont avoir un bébé, donc on est trop contents. Le soir, on se retrouve, on se dit, que bon, bah, bientôt c'est pour nous aussi et 2 jours après, on est, le 3 mai. C'est le soir où Romain va au trampoline. C'est son sport, il adore ça, il fait du trampoline donc sportif, où, ils font des saltos, des pirouettes, un truc vraiment sportif et intense et c'est vraiment son sport qu'il adore, il y va une fois par semaine. Et là, bah, c'est la soirée où il y est. Moi, je fais ma petite soirée, tranquille à la maison. Je me regarde une série, je fais un puzzle et mon téléphone est en train de charger, au loin et au moment où je vais aller me coucher, il doit être 22 heures. Je reprends mon téléphone et en fait, je vois qu'il était en silencieux et que j'ai plein d'appels de mon frère et d'un copain et ils font du trampoline ensemble. J'écoute le message et ils me disent que Romain a eu un accident, qu'il est tombé sur la tête et que, après il pouvait plus bouger et que donc là, les pompiers l'ont emmené et qu'il est en train d'arriver aux urgences, de l'hôpital de Montpellier. Donc c'est à la fois le choc et puis à la fois, en fait, je réalise pas, puis je sais pas ce qui se passe exactement, donc c'est un peu la panique. Je pars pour essayer d'aller à l'hôpital. Je me rends compte que j'ai pas mes clés, parce que Romain est parti avec ma voiture. Du coup, il a pris aussi les bonnes clés de l'autre voiture, donc arrivée dans la voiture, je me rends compte que je peux pas partir, que je suis bloquée là. Donc je rappelle les copains, le copain part pour venir me chercher, j'habite à 20 minutes de la ville. Donc pendant ce temps, j'attends par terre dehors, qu'il arrive en imaginant tout et n'importe quoi. On part à l'hôpital, il me raconte du coup dans la voiture, ce qui s'est passé, c'est que c'était la fin du cours et il était, dans un filet comme le font les enfants sur du trampoline où il y a un espèce de petit slip avec des élastiques. Il essayait de faire des saltos et du coup, il a voulu faire un triple salto arrière et il a pas réussi à finir son salto et du coup, il est retombé sur la tête, sur le trampoline. Son corps est devenu tout mou et il arrivait plus à contrôler son corps donc ils l'ont allongé, ils ont attendu les pompiers et il me dit que le médecin des pompiers a dit que ça se trouve, c'était une petite contusion, que ça allait aller, et cetera. Donc je sens déjà quand même que ça sent pas bon et voilà, je connais un peu, j'ai déjà vu ce genre de choses, voilà, je sens que c'est pas top, quoi. On arrive à l'hôpital, là, il y a mon frère qui est là. Le copain, repart lui, chez lui et mon frère reste avec moi. On attend et on me dit que là, Romain est en train de passer des scanners, enfin des examens, puis qu'il part, en opération en chirurgie directe parce qu'il a des fractures au niveau des cervicales. Donc moi, je le vois pas, il part, directement, donc je le vois pas du tout et donc nous, on attend avec mon frère aux urgences, donc à partir de 23 heures minuit, on attend, on attend. Ils finissent par nous dire qu'il est sorti de la chirurgie et qu'ils vont le monter du coup en réanimation. Donc là, on attend toujours, ils finissent par nous faire monter dans la salle d'attente de la réa pour, qu'on attende au calme parce que la salle des urgences, il y avait un peu de bazar. On monte, on attend dans la salle, des heures, dans la salle d'attente. Moi, je suis épuisée, enfin, on parle pas trop, on attend, je suis vraiment fatiguée, mais à la fois, je m'autorise pas du tout à m'endormir. Enfin, c'est très bizarre, je suis encore un peu sidérée, je me rends pas compte. On a le médecin qui finit par, venir nous voir et là, il nous explique que donc, il y a eu des fractures cervicales, que la moelle, épinière a été compressée, que du coup, c'est possible qu'il soit tétraplégique au pire, et donc qu'il puisse plus du tout bouger les membres et qu'il puisse peut-être même pas respirer tout seul. Il nous dit aussi que si c'était un tout petit peu plus haut, ça touchait le cœur et que du coup, là, c'était la fin.
Donc c'est le choc, mais là, je me rends pas trop compte et j'arrive pas à pleurer. Je culpabilise parce que je me dis: «Je devrais être en pleurs», alors qu'en fait, là, j'arrive pas du tout. C'est la sidération, quoi. Du coup, ils viennent nous chercher parce qu'il est enfin bien installé dans sa chambre, le temps qu'ils installent tous les tuyaux, toutes les perfs et cetera. Donc là, il doit être quelque chose comme 4 heures du matin. On rentre dans la chambre et c'est, voilà, le corps, plein de tuyaux, le tube dans la bouche, et je vais le voir, enfin il est du coup, sédaté. Il est sédate comme il est intubé, il est obligé d'être sédaté. Donc je peux toujours pas lui parler. Donc je vais vers lui, je pense que je l'embrasse et puis en fait, je suis juste accablée par la fatigue. J'ai qu'une seule envie en fait, c'est de partir et c'est d'aller dormir. Alors, toujours un peu en culpabilisant, en me disant: «Je devrais vouloir rester près de lui», mais en fait, au bout de 5-10 minutes, je dis à mon frère: «Il faut qu'on s'en aille, je veux aller dormir, j'en peux plus, quoi». On part et on rentre à la maison, c'est mon frère qui me ramène et on arrive à dormir un peu à la maison. Le lendemain matin, on se réveille, je vais me doucher et c'est le moment où je craque, où là, ça me tombe dessus et vraiment je me mets à pleurer et c'est le choc arrive, vraiment. Quand on sort, du coup, mon frère a appelé, ma mère et mon père qui, du coup, arrivent, rapidement après. Il finit par me dire aussi, moi je tourne un peu en rond, il finit par me dire: «Il faut appeler les parents de Romain maintenant pour leur dire, quoi». J'essaye d'appeler mes beaux-parents, ils répondent pas au téléphone, donc je finis par appeler mon beau-frère. Là, il me rappelle et je lui annonce. Il réussit, lui, à joindre ses parents, donc tous, sont effondrés, bien sûr. Ils planifient tous de venir tout de suite, donc mon beau-frère, prend l'avion tout de suite pour venir et mes beaux-parents et mon autre beau-frère, viendront le lendemain. J'ai toujours mon puzzle. Alors le seul truc que je fais, c'est que je vais me mettre devant mon puzzle et je fais mon puzzle parce que j'arrive pas à faire quelque chose ou à penser trop à quelque chose. Les horaires en réa de visite, ils sont très limités. C'est de 13 heures à 15 heures et de 18 heures à 20 heures. Donc on passe la matinée à attendre, de pouvoir y aller. On y va avec la famille, du coup, à l'heure de la visite. Là, pour le coup, c'est vraiment terrible, voilà, de le voir intubé avec, l'odeur de la réa, les bruits, c'est la personne qu'on aime, mais elle est pas là, quoi. Enfin, c'est vraiment bizarre. On passe la journée à faire les allers-retours pour retourner aux heures de visite suivantes, où il y a mon beau-frère qui est là, aux heures de visite suivantes. Tout est géré par ma famille, c'est eux qui vont le chercher. Enfin, moi, vraiment, je conduis pas une voiture, je fais rien, en fait. On me donne des choses, je ne fais que subir. Là, Romain a des petits moments d'éveil. Il est vraiment conscient à ces moments-là et il arrive avec son tube dans la bouche, à nous articuler, enfin, à m'articuler, «Je t'aime, ça va bien se passer». Faut savoir que du coup, Romain, avant qu'on soit ensemble, il était pas du tout inscrit à la sécu. Il avait, pas de carte vitale et du coup, j'avais, travaillé au corps pour qu'il s'inscrive à la sécu et donc il avait maintenant sa carte vitale et son numéro de sécu, mais il avait toujours pas de mutuelle donc je le travaille encore mais c'était pas terminé. On a un peu la peur, au niveau administratif qu'il y ait un problème avec la prise en charge donc on voit l'assistante sociale de l'hôpital, donc c'est vraiment bien fait. On a beaucoup d'aide, c'est chouette. On est bien rassurés qu'il soit bien inscrit parce que je sais pas ce qui se serait passé si c'était arrivé sans alors qu'il était pas inscrit à la sécu. On est le samedi après l'accident et on a, plein de copains qui viennent, on a mes beaux-parents qui sont là, mes beaux-frères qui sont là. Donc on fait des allers-retours, pour le voir en réa. Donc là, il a encore des petites phases un peu d'éveil. On est vraiment, des fois une dizaine dans la salle d'attente à attendre parce qu'on peut aller que 2 par 2 dans la chambre. Donc on fait des roulements et donc il y a des moments dans la salle d'attente où on tue le temps et on s'amuse bien, on fait des blagues du coup, on a des copains rigolos donc on fait des bonnes blagues en attendant et puis on va le voir dans sa chambre. Au fur et à mesure, ils sont obligés de le sédater un petit peu plus parce qu'en fait, il y a des moments où il se débat un peu et du coup, il faut vraiment que ses cervicales bougent pas du tout et puis, il faut pas qu'il essaye d'enlever son tube ou des choses comme ça donc ils sont obligés de le sédater plus et donc au bout de peut-être 2 jours, il est complètement sédaté et donc on peut plus du tout communiquer avec lui. Donc là, ça commence, voilà, plusieurs semaines où c'est vraiment, des allers-retours, en réa pour, le voir, mais où on ne fait que le regarder donc. Enfin, on lui parle, on s'occupe de lui, mais du coup, c'est vraiment beaucoup de communication entre nous et puis s'occuper un petit peu de lui. Mon père et ma belle-mère, on les appelle les cuisiniers parce qu'eux, ils font la logistique, ils font à manger pour tout le monde, avant qu'on revienne, il y a pareil les chauffeurs qui nous amènent. Moi, je touche toujours pas un volant, on nous amène, on nous ramène. On passe des super moments hyper drôles avec les copains, en salle d'attente. On a fait un petit carnet où on note toutes les blagues pour lui raconter quand il se réveillera. Donc on a toujours le petit carnet à la maison avec les blagues qui sont très drôles.
On passe beaucoup de temps aussi à le masser, à le mobiliser. Moi, j'ai beaucoup de copains kinés, du coup, tous les copains kinés participent un peu. Donc, la kiné de Lara est vraiment très nulle, donc on prend un peu le relais. Voilà, tous les jours, on le mobilise. Ses parents aussi, son père, il aime bien. Donc, on s'occupe de lui. C'est vraiment la phase la plus dure parce que c'est vraiment s'occuper d'un corps, quoi. C'est vraiment faut se dire que c'est la personne qu'on aime parce qu'en fait, il y a pas de réaction. Quand ils sont en réa, on leur met plein de gras, partout, pour pas qu'ils se blessent et cetera, pour pas qu'il y ait de blessures au niveau du tube dans la bouche. Enfin, ils ont des plaies, il y a vraiment une odeur particulière. Ils sont du coup lavés aux gants, donc c'est pas et vraiment cette phase, moi, je la question de: «Est-ce que je vais réussir à rester, quoi? S'il a un handicap lourd, comment ça va se passer pour nous?» Donc c'est vraiment effrayant. Au bout de 15 jours à peu près, ils lui enlèvent le tube et ils nous font une trachéotomie pour le réveiller, donc un tube dans la gorge et une fois qu'il y a la trachéotomie, ils commencent à enlever après la sédation pour qu'il se réveille doucement. Il commence à se réveiller et là, il est un peu énervé, il essaie de communiquer avec nous, mais il n'arrive pas du tout alors qu'il arrivait à articuler avec sa bouche, on comprenait des choses tout au début, mais là, vraiment, on comprend rien à ce qu'il nous dit. Donc on y passe tous les uns après les autres, tous les copains, toute la famille, et personne comprend rien à ce qu'il dit. On comprend des mots comme ça. Mon père a une amie qui est, malentendante. On l'a fait venir pour voir si elle arrivait à lire sur ses lèvres. On lui montre des tableaux avec des lettres pour qu'il essaye de nous faire lettre par lettre, mais ça marche pas et au final, peut-être que ça prend 2 jours. Du coup, il arrive à vraiment bien s'exprimer. En fait, là, il commence à nous raconter en chuchotant parce qu'il peut pas parler fort avec sa trachéo, qu'en fait, il avait des hallucinations pendant cette période-là, qu'il voyait des choses, il s'est cru, pris en otage, il croyait qu'on avait pris son téléphone, qu'il y avait une caméra au-dessus de lui, qu'il était filmé, donc tout ce temps où on essayait de le comprendre, en fait, il nous disait, «Cache mon téléphone», enfin, il disait des choses insensées. Il croyait qu'il était à Paris. Il nous disait: «Rapatriement, il faut me rapatrier à Montpellier». «Mais tu es à Montpellier!» Donc après coup, c'était drôle. On le retrouve vraiment, immédiatement, on le retrouve comme on l'a connu, quoi, donc drôle, hyper positif, à faire des blagues. En réa, il y a une infirmière qui vient me dire un jour, «Il est toujours joyeux comme ça, votre compagnon?» Je dis: «Bah oui, plutôt». Elle me dit: «Parce qu'il est sous antidépresseurs, mais d'habitude les patients, quand ils se réveillent, ils sont quand même pas en si bonne forme». «Ah non, c'est son caractère». Là, moi, vraiment, immédiatement, dès qu'il est réveillé, qu'il est comme ça, je me dis tout de suite: «Ça va aller, ça va fonctionner, quoi qu'il arrive, on va s'en sortir, quoi». Les médecins, ils disent, tant qu'il est endormi, ils disent qu'ils savent pas. Ils nous disent pas, «Il va jamais remarcher» ou quoi que ce soit. Ils nous disent: «Voilà, le pire, c'est il bouge plus aucun membre et il respire pas tout seul». Le deuxième jour, il y a une réunion avec le médecin de la réa et toute la famille, quand toute la famille est arrivée et je me souviens qu'il nous dit, «Un accident comme ça, c'est une bombe qui explose dans une famille». Ça me parlait pas trop, quoi et en fait, nous, ça a été une bombe qui nous a vachement unis, en fait et c'est sûr que ça a changé plein de choses pour tout le monde, mais ça nous a vraiment tous unis, ma famille et sa famille, les amis, nous 2. Enfin, c'était un événement, fort. Là et quand il se réveille, ben, très rapidement, il commence à avoir des petites sensations, quand on le touche, en fait, on se rend compte qu'il sent à des endroits qui sont normalement en dessous de la lésion, donc il devrait pas sentir. Il arrive à rebouger des petites choses, donc il y a vraiment plusieurs jours où, à chaque fois qu'il y en a un qui arrive dans la salle d'attente, il dit, «Ah, il a bougé un orteil» et puis, le suivant, c'est: «Ah, il y a eu un frémissement sur la main» et donc vraiment on continue à le stimuler, nous les copains kinés, à essayer de le faire bouger le plus possible. Là, il a une ergothérapeute qui s'occupe super bien de lui aussi et qui lui donne plein de petites techniques de visualisation pour essayer de bouger. Et lui, il passe ses journées à essayer de fermer les yeux, de méditer, de faire bouger son corps, d'essayer de sentir son corps. Il est vraiment hyper motivé, hyper positif et hyper actif. Et du coup, il est vraiment à fond dans bouger. Il veut faire qu'une chose, c'est aller en rééducation et bosser, quoi. Et c'est vraiment gratifiant parce que comme tous les jours, il y a des petites choses qui évoluent, voilà, ça le motive, vraiment à fond. C'est difficile parce qu'on voit aussi, tous les déficits, mais du coup, c'est quand même très joyeux globalement. On a amené plein de photos qu'on a collées dans la chambre. Il y a un tableau blanc, on a fait plein de dessins avec des blagues, au bout de son lit et il y a une infirmière qui a du coup a pris, des photos et qui les a collées au-dessus de sa tête, quand il est encore complètement allongé. Elle les a collées, sur un truc qui est au-dessus de sa tête. Donc en fait, quand il est allongé sur le dos, il a en visuel, une photo de sa petite cousine et du coup, un des premiers jours où il est réveillé, il me dit, «J'ai vu les photos de ma cousine et je suis prêt, je veux qu'on fasse un bébé maintenant, donc il dit: «Dès que je rentre à la maison, on fait un bébé». Alors on part sur, allez, on fait ça. Mais on sait que ça va pas être tout à fait tout de suite, mais mais maintenant il a envie, quoi. Ça lui a fait son électrochoc.
Il est transféré dans son centre de rééducation. Donc là, ça démarre, pour plusieurs mois, vraiment essayer de bosser, réessayer de faire bouger tout ce qui bouge, travailler sur les sensations. Il va finir par faire de la piscine. Il a récupéré au niveau de la respiration, donc en réa, progressivement, on lui a enlevé sa trachéo, il arrive à respirer tout seul. Il se met à remanger tranquillement et donc la rééducation, il bouge un peu tout et voilà, il y a des choses qui sont plus petites, plus compliquées, plus difficiles, mais il bouge tout. Après, il commence à avoir de grosses douleurs, neurologiques, donc ça va avec ce genre de pathologie, il a vraiment tout son corps qui le brûle, donc il a plein de traitements qui sont mis en place pour ça. Il arrive à remarcher, courant juillet, fin juillet. Il arrive à faire ses premiers pas, donc ça continue, il est super motivé. Il fait aussi son premier retour à la maison un week-end, fin juillet, donc il est super excité. Ça fait longtemps qu'il veut voir son jardin, ses chats, voir ce qui s'est passé dans la maison, c'est vraiment la joie, en préparation de ce week-end-là et quand il arrive à la maison, c'est un peu la douche froide parce qu'en fait, quand il est à l'hôpital, tout son environnement est vraiment adapté pour lui, il a son fauteuil électrique, il peut circuler partout dans l'hôpital. Alors que quand il rentre à la maison, ben, déjà, il a un fauteuil manuel, donc il est pas du tout autonome. Il peut rien faire, en fait. Il peut pas se mettre sur son canapé, on dort dans son bureau, on dort pas dans notre chambre parce que notre chambre, elle est à l'étage. C'est un peu dur pour lui, il se rend compte que, ben, dans son petit univers, de l'hôpital, il voit ses progrès et c'est super positif, mais là, il est confronté à la vraie vie et c'est pas facile. C'est du coup difficile physiquement pour moi, juste parce qu'il faut beaucoup le manipuler, quand il est là. Au début, quand il est vraiment plus handicapé et qu'il rentre à la maison, il y a des ambulanciers qui sont là et il y a des infirmiers qui sont là pour l'aider à faire sa toilette le matin et tout ça, quand c'est pour les week-ends et après, ben, plus ça avance, moins il a besoin de moi mais c'est vrai que voilà, il y a une phase où, ben, quand il doit se redresser, se mettre assis, je l'aide à enfiler ses chaussures, je l'aide, enfin voilà, donc c'est sûr que c'est beaucoup de boulot, d'un truc qu'on n'aurait pas pensé avoir à faire, chez soi. Du coup, au niveau de son handicap, ce qui se dessine, c'est il peut tout rebouger, il réussit à marcher. Il a un périmètre de marche qui est un peu, court, quoi. Il n'arrive pas à marcher très longtemps. Il a quand même des grosses douleurs. Il a des problèmes au niveau, urinaire. Il peut pas uriner tout seul, il doit se sonder et les mains, il arrive à les rebouger. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir, redessiner, pour faire son métier, quoi. Il arrive à récupérer, pas mal de mobilité au niveau des mains au fur et à mesure, donc il gagne quand même pas mal d'autonomie. En parallèle, il y a les travaux de la maison qui commencent, donc on se met à être, dans les travaux, on pète, toutes les fenêtres, on fait poser toutes les fenêtres, on pète tous les murs parce qu'on veut refaire l'isolation. Sauf que l'isolation, ça prend du temps à se faire, donc je me retrouve, l'hiver, 2018 à être dans une maison où il y a pas de placo, pas de chauffage. Mes parents ont mis des bâches, ont bourré un peu des trucs autour des fenêtres pour que j'ai pas trop froid, avoir une zone qui est un peu chauffée, mais du coup, c'est vrai que l'ambiance à la maison toute seule est un peu triste, quoi. Quand je suis toute seule à la maison, c'est un peu dur et c'est vrai que ça, c'est quand même une longue période. Lui, il va être en rééducation pendant 9 mois, donc pendant 9 mois, moi, je vais être toute seule à la maison. Et à part le premier mois où là, vraiment, il y avait tout le temps quelqu'un qui restait dormir avec moi. Ma maman est beaucoup restée, dormir avec moi au début, sinon c'est assez seul et je fais beaucoup d'allers-retours à l'hôpital en plus du boulot après avoir repris le travail. J'ai tout le premier mois, j'ai pas travaillé, mes collègues ont, pris en charge complètement, le boulot et j'ai pas eu à retourner au travail. Ils ont trouvé un remplaçant, ils ont assuré, pour que j'ai pas à m'en soucier et après j'ai repris le boulot, mais avec un peu moins de temps de travail pour pouvoir aller le voir, tous les jours à l'hôpital et il finit par rentrer à la maison, en janvier 2019. À ce moment-là, il est autonome pour s'habiller, se laver, manger. On démarre avec des auxiliaires de vie qui sont là tous les jours, quand même pour, ne serait-ce que jeter un œil, parce qu'il a quand même tendance à tomber encore beaucoup. On est remonté dans notre chambre à l'étage mais du coup, il descend pas les escaliers tout seul et en plus, nous, on avait un escalier en colimaçon et on trouvait que la rambarde était moche, du coup, on l'a jeté. Donc on avait un escalier en colimaçon sans rambarde. Je le suis pour le sécuriser et puis quand on descend, je me mets devant et je le sécurise aussi à la descente. Donc quand je reprends le boulot après qu'il soit revenu à la maison, tous les matins, il se réveille juste avant que je parte pour qu'il puisse descendre. Je l'aide à descendre et puis il se recouche sur le canapé et moi je pars et après il fait sa vie en bas, donc c'est un peu stressant au début quand je suis au travail, j'attends des nouvelles régulièrement pour qu'il me dise que voilà, il est pas tombé, qu'il y a pas eu de problème quand il était tout seul. C'est encore une autre étape parce que du coup la progression est quand même, plus lente et du coup, voilà, il y a le retour à la maison, les choses se stabilisent et c'est un peu plus difficile émotionnellement parce que lui, il voit moins d'amélioration. Il commence à voir qu'est-ce qui va lui manquer, quoi, à la fin. Mais, on a toujours notre projet, notre maison qui avance, donc, ça, c'est motivant. On arrive quand même à faire un peu des projets de vacances, donc on se lance follement dans un projet de partir au Canada, voir, un de ses meilleurs amis,
Pendant 1 mois, comme des fous, on se dit qu'on va dormir dans une voiture. Donc on prend une grosse voiture avec des matelas et on veut dormir à l'arrière de la voiture. Donc c'était un peu fou. Donc c'est pas des vacances qui se passent très bien, c'est dur. En fait, c'est la première confrontation à pareil, on peut pas en fait, faire des vacances comme on veut, on va devoir un peu adapter. Nous, on aimait beaucoup marcher. En fait, là, on va dans des parcs, on rentre dans le parc et en fait, on se rend compte qu'on va pas pouvoir marcher, donc en fait, il y a rien à faire. On repart, enfin, c'est un peu, difficile, pour nous. Très rapidement après l'accident, on sait que dans ce genre de pathologie-là, il y a des problèmes de fertilité et que du coup, ils conseillent de faire un prélèvement de sperme, avant les 1 an, post-accident pour conserver et puis voilà, au cas où après, s'il y a un projet de bébé, avoir, une sécurité, quoi. Donc ça, on l'a en tête. On prend du coup rendez-vous avec le service qui s'occupe de ça. Ils font, des premiers tests, parce que, il peut avoir des érections, mais pas d'éjaculation. Donc en fait, on se demande s'il y a pas, le sperme qui remonte dans la vessie au lieu de sortir. Donc on fait des essais au sécos, là où on va faire les dons de sperme. Donc c'est, la petite session, dans la chambre où, il y a les petits films qui vont bien, les petits magazines qui vont bien et on doit essayer de stimuler et puis après d'aller voir dans les urines s'il y a pas des spermatozoïdes. Donc c'est assez folklorique. Encore une fois, on rigole, beaucoup. On voit en fait que ça a pas fonctionné, il y a rien. Donc il nous redonne un rendez-vous plus tard pour analyser les résultats. Tout ça, à chaque fois, ça prend, des mois. Au premier rendez-vous avec l'urologue, on lui dit: «Le projet bébé, c'est pas pour tout de suite là, on va faire la conservation». Parce qu'il nous dit: «C'est différent si vous voulez tout de suite, faire un bébé ou si vous voulez conserver et faire un bébé plus tard». Et en fait, avec les mois qui passent entre chaque rendez-vous, on finit par se dire qu'en fait, on va peut-être, attaquer, quoi. Et puis lui, pendant ce temps, il récupère, donc ça va mieux. On a envie d'essayer, et puis on sait que ça va être long, quoi. Moi, mon médecin traitant, en plus, m'a dit: «C'est long, fais aussi toi, de ton côté les examens déjà, qu'ils vont te demander. Comme ça, après, dès que vous avez envie, vous avez tout qui est prêt et vous pouvez y aller». Donc on a le premier rendez-vous avec l'urologue, je dirais en juin 2019. On a fait les tests de prélèvement à l'été, 2019 et après on arrive à avoir les rendez-vous, suivants qu'en décembre 2019. Donc là, en décembre, on leur dit: «OK, nous maintenant on a envie d'y aller», donc on lance vraiment les démarches. Il y a encore, des examens à faire, voir le biologiste, on fait, tous les examens et puis on a un rendez-vous, mi-février, je crois, 2020 où, là, ils nous disent: «Ben, là, on a tout fait, on va être obligé du coup de faire une FIV-ICSI, donc la vraie FIV où on va faire rentrer, le spermatozoïde dans l'ovule, et puis après l'implanter. Et Romain, il va devoir avoir une biopsie testiculaire. Ils vont devoir ouvrir pour pouvoir aller prélever les spermatozoïdes directement à la source et après faire la FIV. Et à chaque étape, il y a un deuil à faire. Quand on apprend que, bah, du coup, il y a un problème possible de fertilité, bah, il y a un deuil à faire on va pas réussir à faire un bébé naturellement. Après, en fait, moi, je pense qu'on va avoir besoin juste d'une insémination ils vont prélever, puis ils vont déposer dans l'utérus. Et donc, là, ça va encore. Et puis, en fait, j'apprends que ça va être une vraie FIV. Donc, moi, il va falloir que je fasse les piqûres, etc. Donc, c'est encore un deuil. Et puis, en fait, à chaque fois que le deuil est passé, au final, ben, on est joyeux du fait que ça avance. On a envie que ça avance. Donc, une fois que c'est accepté, après, ça va. Et donc là, c'est vraiment juste, moi, j'ai la peur juste du temps qui passe. Parce que comme ils nous ont dit qu'il fallait faire avant les 1 an, et on a déjà dépassé les 1 an depuis 6 mois. Donc j'ai vraiment la peur qu'en fait, on fasse tout ça et puis qu'à la fin, il n'y ait pas de spermatozoïdes et que ce soit trop tard, quoi. Donc là, en février, ils nous disent: «Ben, maintenant, on a tout fait, mais il y a un délai d'attente». Voilà, maintenant, c'est les couples dans l'ordre. Donc il y a un délai d'attente de 3 mois. OK, c'est fixé, donc maintenant, on attend, quoi. Et moi, je me fais un grand projet je vais partir 1 mois en vacances en Angleterre, pour apprendre l'anglais pendant ce temps, pour pas être sur les dents à patienter. Et puis, le Covid arrive, le confinement arrive. C'est, une période, moi, je suis obligée d'arrêter le boulot. Du coup, on est obligé de fermer les cabinets de kiné. Romain, il est à la maison, il a plus ou moins repris le travail. Il essaye de travailler un peu, mais il est encore en arrêt complet. Il essaye de bosser pour se faire la main, quoi, mais il fait ce qu'il veut, en fait. Et du coup, on est vraiment tous les 2 bloqués à la maison et en fait, c'est hyper joyeux comme période parce que, on a notre maison, on fait des petits travaux, on s'occupe du jardin, on est dans des bonnes conditions, quoi, donc c'est gai, on fait plein de choses. Et il y a juste, voilà, en toile de fond, ben, le fait que, ben, les centres de PMA sont fermés du coup et que tout ce temps-là qu'on perd avec le confinement, il va se reporter à notre attente après, donc c'est encore attendre, hein, avec encore le risque qu'il y ait plus rien au moment où on veut, faire le prélèvement. Du coup, c'est très angoissant. En plus, j'ai des copains qui nous annoncent leur grossesse en plein milieu du confinement, donc on les avait pas du tout vus venir, on savait pas qu'ils essayaient, donc ça, je me le prends en pleine tête, et c'est vraiment le truc qu'on veut pas être, quoi, la femme qui essaye d'avoir un enfant et qui, du coup, est jalouse des autres couples qui arrivent à avoir des enfants, mais c'est vraiment très difficile, donc c'est vraiment une journée où je fonds en larmes complètement, j'appelle ma meilleure amie,
avec des sanglots, enfin c'est assez horrible. Et en fait, suite à ça, suite à la discussion que j'ai avec elle, vraiment je réalise qu'il faut que je fasse quelque chose et j'écris à la médecin qui s'occupe de nous à la PMA et je lui explique, voilà, qu'il y a la notion d'urgence pour Romain et que du coup là, s'il faut encore repousser, il y a vraiment risque, que ça fonctionne pas, quoi. Elle me dit qu'elle va en parler au staff et quelques jours après, elle nous renvoie qu'en fait, on va passer en priorité, que dès que ça rouvre, c'est pour nous, quoi. Donc là, on est trop contents et donc là, on attend joyeusement que ça rouvre. Moi, je reprends le travail. Ils nous appellent début juillet pour les premiers rendez-vous. Premier rendez-vous avec la sage-femme pour moi, où elle m'explique comment je vais devoir faire mes injections, comment ça va se passer, calcul en fonction du cycle, de quand est-ce qu'on démarre, etc. Donc, ça démarre au début août au niveau des injections. Donc là, c'est vraiment tous les jours à la même heure, il faut se piquer. J'ai appris à me piquer toute seule pour être autonome. Donc c'est les injections tous les jours. Après 2-3 jours, il faut aller au CHU pour faire des prises de sang et des échographies endovaginales pour voir si les ovaires réagissent bien. Et puis, ils vous appellent pour dire vous ajustez le traitement, vous prenez plus ou moins de ça. Donc tous les 2-3 jours, il faut le matin avant le travail aller à l'hôpital. Et puis on le sait qu'à la dernière minute parce que c'est en fonction des analyses d'avant, quoi. Donc c'est un petit peu difficile au niveau du boulot de s'organiser. Mais tous mes collègues sont au courant qu'on fait ça, donc ils sont super aidants. C'est 15 jours de stimulation et à la fin des 15 jours, on déclenche l'ovulation et quelques jours après, on va à l'hôpital tous les 2 en même temps le même jour. C'est un vendredi matin. C'est ma maman qui nous amène et donc là, c'est d'abord moi qui passe sur la table d'opération. Ils font le prélèvement des ovocytes. C'est assez éprouvant. J'avais plutôt décidé de le faire sous anesthésie générale parce que j'en avais un peu marre. Je m'étais dit: «Je veux être tranquille, je veux pas subir tout ça» et en fait, ils essayent de me convaincre de finalement le faire réveiller et au final, c'est assez douloureux donc j'ai un peu regretté et du coup, ils arrivent à prélever quand même 12 ovocytes donc c'est plutôt positif et une fois qu'ils ont le résultat de la ponction, là, ils envoient Romain pour sa chirurgie. Donc là, c'est vraiment l'attente d'avoir surtout son résultat à lui, de savoir, voilà, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, à sa biopsie ou pas. Donc en plus, on attend, séparément parce que lui, il doit rester à l'hôpital après, une nuit par rapport à sa pathologie. Il préfère le garder une nuit alors que moi, je rentre à la maison avec ma maman. Du coup, les médecins nous appellent tous les 2 pour nous dire qu'il y avait quelque chose, ils ont trouvé des spermatozoïdes à la biopsie donc c'est la super bonne nouvelle, on est trop contents. Donc c'est un peu triste, on n'est pas ensemble mais quand on l'apprend mais c'est super chouette et donc ils font tout de suite la fécondation et ils gardent les petits embryons au chaud, jusqu'au lundi et le lundi, ce sera le transfert, de l'embryon. Le lundi après-midi, on y va. Donc quand on est dans la salle d'attente, avant que ça se fasse, on regarde passer tous les gens avec des blouses en disant: «Tu crois que c'est notre bébé là?» On rigole bien toujours. Juste avant le transfert, ils nous disent: «On a bien réfléchi avec l'équipe, on pense que peut-être vous devriez en mettre 2». Et du coup, on se regarde avec Romain, on dit: «Non, on va pas. Déjà, ça va être un challenge, le handicap plus un bébé, on va partir sur un». Il y a le transfert de l'embryon. C'est presque surprenant parce que du coup, c'est vraiment on sent rien. Du coup, on sort un peu en se disant: «Bon, ben, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On ne sait pas». Là, on doit attendre 15 jours pour, après faire une analyse de sang, comme pour une grossesse classique, pour savoir si ça a pris, quoi. On part au bout d'une semaine, on a loué un van, on part dans les Pyrénées et c'est des super vacances. C'est vraiment la première fois qu'on passe des bonnes vacances après l'accident, tous les 2 un peu à l'aventure et le van, c'est vraiment chouette parce qu'on peut vraiment se garer, dans des endroits magnifiques au milieu de la montagne, regarder les paysages. Alors on peut pas faire de randonnée, mais au moins on peut se réveiller le matin et prendre notre café, face à la montagne et au milieu des moutons et c'est vraiment chouette, des chouettes vacances. On fait plein de choses, on fait, du parapente, lui il teste une descente en VTT, adaptée, on fait des bains chauds, enfin c'est vraiment, des super vacances. Et tous les jours, on a juste la petite pensée de se dire: «Ah tiens, est-ce que, si, il y a l'embryon qui s'est accroché, il fait tant de cellules. Ah, tant de cellules aujourd'hui». Donc c'est notre petit fil rouge, mais on n'y pense pas non plus trop et on profite, vraiment à fond. On rentre à la maison. Le lundi, je reprends le boulot et du coup, c'est le jour où je suis allée faire ma prise de sang le matin. Romain vient, au boulot en espérant qu'on ait reçu les résultats pour qu'on regarde ensemble le résultat et ça a l'air, d'être, positif. Donc comme ça dit pas enceinte, pas enceinte, ça dit des chiffres, donc on croit que c'est bon, que je suis enceinte, mais on va quand même demander à ma copine et collègue qui a déjà eu un bébé: «C'est bon là, tu crois que c'est positif?» Elle nous dit: «Oui». Du coup, c'est la fête, on est trop contents et juste en parallèle, après le prélèvement et le transfert, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du ventre. Donc pendant ma semaine de vacances, j'ai eu de plus en plus de douleurs au niveau du ventre. J'avais le ventre qui avait gonflé, ça me tirait, c'était un peu bizarre. Quand je rentre au travail, justement, le jour de la deuxième prise de sang, je croise, une collègue gynéco qui me dit: «Tu es enceinte?»
Je lui dis: «Oui, mais tu dois pas pouvoir le voir normalement». Et elle me dit: «Ben, tu as un ventre de femme enceinte de 3 mois, donc il y a peut-être un problème, il faut». Elle sait qu'on a fait une FIV, donc dit: «Il faudrait que tu appelles, le centre pour savoir, s'il faut pas faire un examen». Donc j'appelle le centre et je dois partir, du coup, ils me disent de partir aux urgences, gynéco pour, aller voir s'il y a pas quelque chose. Ils disent que ça peut être une grossesse extra-utérine ou alors, une complication de la FIV. Donc je passe ma petite soirée aux urgences, on a le droit à la petite échographie et cetera. Et donc ils voient qu'il y a bien un œuf implanté. Ils peuvent pas confirmer si c'est un œuf, clair ou un œuf, avec bien un bébé dedans. Et ils me disent qu'en effet, je fais une petite complication de la FIV, qui est une hyperstimulation où, mes ovocytes, ils ont trop réagi aux hormones et du coup, ils ont gonflé, donc mon ventre est gonflé, donc il y a quelques risques, donc il faut quand même faire attention. Il faut, pas aller dans l'eau chaude, pas faire de sport, donc tout ce que j'ai fait pendant la semaine, en vacances. Donc ils me mettent au repos pendant 3-4 jours, j'ai des anticoagulants, enfin bon. Et après, ils me contrôlent et en fait, ça finit par passer. Donc c'est juste la petite peur du début, avec les douleurs et cetera, mais ça rentre dans l'ordre et ils refont un contrôle écho et là, ils voient bien que l'embryon est en bonne santé, qu'il y a bien un bébé, que tout va bien. Donc c'est trop chouette. On a déjà très envie d'annoncer à tout le monde et puis, en fait, de mon côté, tout le monde a suivi toutes les étapes. À chaque fois, on avait des rendez-vous, ils devaient nous aider, nous amener, enfin, donc moi, dans ma famille, tout le monde sait qu'on est en train de faire la FIV, donc tout le monde sait qu'on a eu le transfert et cetera, donc on va annoncer que ça a marché tout de suite, quoi. Ma maman, je lui avais toujours dit que je lui annoncerais ma grossesse en lui amenant un paquet de café grand-mère comme dans la pub. Du coup, on va chez ma mère, on dépose un carton avec dedans un paquet de café grand-mère, on sonne et puis on se cache. Et du coup, elle sort, elle ouvre et elle voit le paquet, donc c'est une chouette annonce. Et on fait pareil avec mon papa avec un paquet de Papy Brossard et avec mon frère un paquet de riz Uncle Ben's. Donc c'est la petite sortie marrante. Et ma belle famille, on leur annonce tous, ils sont tous loin, mais on leur annonce tous, du coup, par téléphone, par visio. La grossesse est super, joyeuse. Moi, je suis vraiment en bonne forme, avec, voilà, un peu la fatigue, un peu les nausées, mais quand même, bien. Il y a toujours, un peu la menace du Covid, on fait quand même attention. Puis, avec la grossesse, on sait pas encore trop comment c'est, donc on fait vraiment hyper gaffe. On est qu'à contact 1 ou 2 fois, c'est assez stressant. Donc on est vraiment hyper prudent, on fait pas des folies. Et la grossesse se passe, toujours bien. On continue à faire des travaux en parallèle parce que la maison est toujours pas finie. On a vraiment, la famille qui nous aide toujours, on a un peu des artisans, mais ça avance. J'ai la possibilité de m'arrêter au début du dernier trimestre de grossesse, en prévention, comme je suis professionnelle de santé pour, qu'il y ait moins de risques et du coup, je m'arrête. Là, il y a les derniers travaux qui se font dans la chambre, on profite du coup le dernier trimestre de grossesse, tous les 2. On fait nos petits aménagements, nos achats, on prend notre temps, on profite. Romain voulait savoir le sexe du bébé et moi je voulais pas, donc en fait lui il l'a demandé à la deuxième écho et il l'a gardé pour lui, donc il a réussi à le garder et comme c'est un embobinaire, il a réussi à me faire, il me dit une fois l'un, une fois l'autre, donc moi je sais plus où j'en suis, je veux pas savoir de toute façon, donc je crois plus rien et moi idéalement je m'étais dit voilà, si à un moment j'ai envie, je lui demanderai, mais sinon je resterai comme ça jusqu'à la naissance. Il y a une de ses BD qui doit sortir au début du mois de mai et il a très envie de la dédicacer à son futur bébé, du coup, il écrit dans sa dédicace, le sexe de l'enfant et c'est comme ça que j'apprends le sexe de notre bébé, du coup, qui est une fille, en lisant le matin de la sortie du livre, la dédicace, qui est dédicacée à notre fille. Donc c'est très émouvant. Arrive du coup la fin du mois de mai, la date, butoir, c'est le 21 mai. Je finis par perdre quand même les os et on va à la maternité. Je passe ma petite journée à marcher dans les couloirs pour essayer de faire descendre le bébé et puis finalement ils nous mettent en chambre et j'ai quand même les contractions qui démarrent, le soir. Ça contracte la nuit, mais tranquille dans ma chambre. Le matin, on descend dans la salle de travail et là, ça monte en pression, ça monte et puis en fait, elle reste quand même toujours très haute, elle est pas bien tournée, elle fait ça difficile. À la fin de la journée, vers 20h, ils finissent par nous dire: «Bon», après qu'on ait cru vraiment que ça allait marcher, qu'on allait y arriver. Moi, je voulais vraiment un accouchement, naturel avec tout ce que j'avais subi, tout ce qui était médicalisé au niveau de la conception. Je voulais vraiment un accouchement, le moins médicalisé possible et là, du coup, on va être obligés quand même de passer à la péridurale, voire même ils commencent à nous dire: «Peut-être qu'il va falloir faire une césarienne, ça commence à faire longtemps que vous êtes là, ça fait presque 2 jours donc là, il faut faire quelque chose». Donc ils finissent par me mettre la péridurale. On essaye plein de choses, j'essaye de continuer à bouger dans tous les sens, mais elle veut toujours pas descendre. Ils me mettent des hormones pour que, le col s'ouvre, ils sont obligés de la tirer avec une ventouse, ça marche pas, plusieurs fois la ventouse lâche et puis ils sont obligés de faire du coup une épisiotomie et d'utiliser les forceps donc c'est, assez, traumatisant. J'ai été secouée dans tous les sens parce qu'ils m'ont secouée avec la ventouse. Après, elle s'est coincée l'épaule donc comme j'ai la péridurale, je sens pas exactement ce qu'ils font. Je sens un peu mais
pas tout, quoi. Quand elle sort, j'ai vraiment juste la peur de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Il y a un peu comment elle va parce qu'elle est sur moi et on voit qu'ils sont un peu inquiets, mais je suis vraiment comment elle va, comment moi ça va, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est assez traumatisant. Vraiment, moi, je suis sidérée, j'ai pas du tout, du coup, de montée d'émotions positives, j'ai pas la révélation, les pleurs d'avoir rencontré mon bébé, c'est vraiment au début de la peur et puis finalement, ça se tasse, il m'explique ce qui s'est passé et puis, on a notre bébé qui va bien et ils finissent par tous partir à nous laisser tous les 3 et là, du coup, vraiment, on a la rencontre, tous les 3. Elle est merveilleuse, elle, c'est la plus belle. Donc là, on a vraiment, un temps à la maternité qui est super, sympa et c'est les suites de couches sont vraiment difficiles parce qu'avec l'épisiotomie, c'est la cicatrice est hyper douloureuse. Les débuts, les premières semaines, les premiers jours sont difficiles, mais on est, sur un petit nuage. Moi, j'ai une énergie incroyable. Romain aussi, il a vraiment une énergie alors que d'habitude, il est quand même plutôt fatigué avec tous ses traitements, là, il fait des trucs, il court partout, Ils nous ont mis dans une chambre spéciale handicap, mais le lit d'appoint pour le papa est un matelas par terre, donc donc ça va que lui, il arrive à se mettre par terre et à se relever, mais c'est difficile quand même. Donc quand il doit m'aider au milieu de la nuit, il faut qu'il se relève du sol, et il a vraiment une énergie, il est sur un nuage lui aussi. Donc c'est une bonne période. Maintenant ça fait plus d'un an, elle a plus d'un an notre fille, donc on est, une autre famille tous les 3. C'est épuisant, mais c'est merveilleux et elle est hyper, dynamique, elle est super rigolote, mais elle a la pêche. C'est pas évident de s'occuper d'un bébé, à 2 avec quelqu'un qui a un handicap donc Romain, il fait ce qu'il peut. Il est hyper motivé donc il fait vraiment tout ce qu'il peut mais il peut pas toujours la porter, il a mis longtemps avant de s'en occuper la nuit et cetera à cause de la fatigue donc il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi. Tout ce qui est, à la maison, tout ce qui est physique, ça repose sur moi et du coup ça c'est quand même du boulot et puis c'en est encore plus quoi avec un bébé mais c'est hyper joyeux et puis on a la chance d'être, hyper bien entourés, de mes parents, de ma famille, de sa famille, on est vraiment, un super clan, et des copains aussi. On a notre famille au complet, on veut pas d'autres enfants et donc maintenant on profite, de notre famille, de notre petite maison qui commence à être pas mal. Ce qui a été, merveilleux dans tout ça, c'est vraiment, qu'on a vu que la façon dont on prenait les choses, ça changeait plein de choses. Romain, il a toujours été hyper positif et moi, il m'a vraiment entraînée là-dedans donc on est vraiment, dans l'action, on essaye de faire les choses sur lesquelles on a de l'emprise et de lâcher les choses sur lesquelles on n'en a pas. Tout est fatigant, mais tout est possible. Et il peut faire tout dans son corps. C'est un peu de la lutte. On peut faire plein de choses. Il faut pousser un fauteuil, c'est crevant pour tout le monde, mais on peut le faire. Et donc voilà, faut réussir à se laisser un peu rêver. On peut encore partir en vacances un peu follement avec un van. On a la chance de pouvoir louer n'importe quelle maison sans avoir à se demander s'il peut monter des escaliers parce qu'il peut. Et voilà, ça demande plein d'énergie, mais par rapport à ce que ça aurait pu être, on a quand même une vie qui est très chouette. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 202, un témoignage recueilli par Julia Orsini. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Montage, Jules Benveniste. Musique, Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.